J'ai de nombreux sujets abordés dans différents livres, mais je n'ai pas voulu entamer certains d'entre eux tant que je ne pouvais pas les poursuivre de manière constante chaque semaine. Par exemple, j'ai cherché à conclure le matériel sur Jésus et explorer en profondeur la vie après la mort. D'autres sujets nécessiteront des informations plus approfondies, donc j'ai l'intention de les aborder progressivement, en continuant chaque semaine pour assurer une couverture complète. La discussion de ce soir prolonge l'exploration de la vie après la mort, en plongeant dans des corps non humains où l'on peut vivre des existences au-delà du corps physique familier. Beaucoup de gens sont fixés sur le corps physique sans se rendre compte de la possibilité d'avoir d'autres vies. Certains trouvent étonnant de penser qu'ils ont eu plus d'une vie. L'idée d'avoir existé avant peut être déconcertante pour eux. Personnellement, j'ai exploré profondément diverses formes de vie, guidant les gens à travers jusqu'à 30 vies terrestres. Cependant, même cela semblait être à peine effleurer la surface. Il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. Le corps physique actuel est semblable à des vêtements portés pour cette vie, sujet à l'usure inévitable. Malgré l'attachement, il sera jeté, et après une période de repos et de consultation de l'autre côté, un nouveau costume ou costume est choisi pour la prochaine vie. L'accent est mis sur l'aspect réapparaissant, pas le costume extérieur porté sur la scène terrestre. La vie est semblable à une pièce de théâtre, avec des individus jouant différents rôles. Peu importe à quel point cela peut sembler profondément impliqué et sérieux, le recul de l'autre côté révèle qu'il s'agit d'un jeu éphémère. Lorsque je guide les gens à travers leur vie et qu'ils passent de l'autre côté, ils le perçoivent souvent comme une pièce de théâtre. La gravité et l'implication ressenties pendant l'existence terrestre deviennent évidentes comme un simple jeu, semblable à un bref clignement d'œil. Je préfère assimiler cette existence à une école, comme cela transparaît dans mes écrits. Notre but en venant ici est d'acquérir des leçons, et toutes ces leçons ne sont pas faciles, beaucoup sont assez difficiles. C'est une partie intégrante du processus d'apprentissage. Cette existence est comme une école où l'on peut rencontrer des difficultés, potentiellement devoir redoubler une classe mais ne jamais pouvoir en sauter une. La clé est de s'efforcer de faire de son mieux. Dans les cycles suivants, vous pouvez rencontrer différents types de leçons, peut-être plus faciles ou non, mais au moins elles seront distinctes. L'espoir est qu'à travers ces expériences, on s'engage suffisamment pour monter l'échelle métaphorique, chaque vie étant moins ardue que la précédente. Il y a le concept de karma, une dette que les individus cherchent à rembourser. De manière intéressante, il y a plus d'âmes désireuses d'habiter des corps handicapés ou avec des handicaps que celles cherchant des corps normaux. En y réfléchissant, on pourrait se demander pourquoi. La justification devient plus claire en considérant la nature de l'apprentissage. Dans un scénario où tout est facile, les leçons manquent de profondeur. On acquiert plus de connaissances en faisant face à des obstacles et des difficultés. Les âmes optant pour des corps handicapés portent souvent une quantité substantielle de karma à rembourser. Choisir une telle vie leur permet de régler autant de karma en une vie qu'il en faudrait 10 vies normales. C'est un chemin difficile, mais les leçons sont profondes. Avant de revenir, ces âmes concluent des accords de l'autre côté, bien que pas consciemment avec les parents terrestres. Ils n'ont pas de souvenir conscient de ces contrats, mais un accord préétabli existe avec les parents choisis, qui s'engagent inconsciemment à s'occuper et à guider l'enfant handicapé. Cet arrangement, enraciné dans le remboursement de dettes karmiques de nombreuses vies passées, revêt une importance significative. Nous ne comprendrions pas les raisons à moins d'examiner chaque cas individuel et d'examiner pourquoi le remboursement était nécessaire. Les parents responsables de s'occuper d'un enfant handicapé ou déficient intellectuel vivent des expériences d'apprentissage profondes grâce à cette responsabilité. Bien qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte au milieu de la difficulté, ils remboursent effectivement et apprennent des leçons précieuses en prenant soin de l'enfant. De plus, observer quelqu'un avec un handicap incite à la réflexion sur nos propres réactions. Comment réagissons-nous ? Quel impact cela a-t-il sur nous ? Ces individus, par leur simple présence,
enseigne à tous ceux qu'il rencontre, que ce soit dans la rue ou ailleurs. La question est, comment réagissons-nous? Est-ce que nous nous éloignons et refusons de regarder, ou essayons-nous de comprendre? Que ce soit de la sympathie ou de la pitié, chaque réaction devient une leçon que ces individus ont volontairement choisi de transmettre. L'aspect crucial réside dans notre réponse. Idéalement, une fois éclairés sur la réincarnation et le karma, en rencontrant quelqu'un avec un handicap, nous devrions penser, ils ont choisi un rôle difficile cette fois. Je me demande ce qui les a amenés à cette position. L'admiration devrait suivre pour leur choix d'habiter un corps avec des défis physiques. Les voir comme une âme dans leur corps actuel, plutôt que de se concentrer sur l'apparence externe, est l'essence de la leçon. Le principe fondamental est d'apprendre à percevoir les gens différemment. Une fois que les enseignements de la réincarnation et de ses principes sont acceptés, le jugement et les préjugés deviennent obsolètes. Après tout, qui peut dire que nous n'avons pas fait partie d'une race ou d'une religion différente dans une autre vie? Être trop critique ou préjudiciable pourrait nous conduire à vivre les circonstances mêmes que nous critiquons dans notre prochaine vie. Atteindre l'équilibre est la leçon clé dans cette compréhension. Jésus visait à enseigner un message universel: aimer son prochain et étendre l'amour à tous, reconnaissant que nous ne connaissons pas les défis auxquels ils ont été confrontés ou sont sur le point de faire face. Le dicton intemporel « on ne sait rien de personne tant qu'on n'a pas marché dans ses chaussures » souligne l'importance de s'abstenir de juger, reconnaissant que chaque personne est en voyage unique. Alors que certains peuvent trouver l'idée de n'avoir qu'une seule vie humaine surprenante, la vérité profonde est que, dans mes découvertes, les individus vivent de nombreuses vies non humaines avant d'atteindre le stade humain. L'existence terrestre peut être considérée comme la dernière étape dans une diversité de hiérarchies ou une série de niveaux à travers lesquels on doit progresser. De par mon expérience approfondie de conduite de sessions sur plus de 40 ans avec des milliers de personnes, j'ai rencontré toute une gamme d'expériences de vie, y compris des formes non humaines. Initialement, rencontrer une vie non humaine était surprenant, mais il est devenu clair qu'il fallait englober l'essence de tout. Cela implique de commencer au niveau le plus élémentaire, en étant du gaz ou une partie de l'atmosphère, voire en incarnant des formes élémentaires. Je raconte une histoire éclairante dans mon livre « Legacy from the Start », où un jeune homme cherchait à revisiter sa toute première vie sur Terre. Contrairement aux attentes d'une existence primitive, il m'a emmené à une époque où la Terre se formait encore, dépourvue de vie, avec des volcans en éruption et de l'air empoisonné contenant de l'ammoniac. Le voyage à travers diverses formes et expériences est une partie intégrante de l'apprentissage des leçons de la vie, renforçant l'idée qu'avant de passer de l'autre côté, on doit incarner et comprendre chaque aspect de l'existence. La vie végétale, humaine ou animale n'aurait peut-être pas évolué à cette époque car la Terre était encore en train de se refroidir, et l'atmosphère n'était pas propice à l'existence d'humains ou d'animaux dans un environnement gazeux. Son rôle, ainsi que celui de nombreux autres, était de faire partie de l'air et de purifier les produits chimiques de l'air, en particulier l'ammonium, préparant progressivement la Terre à la possibilité de soutenir la vie. Même sous une forme gazeuse lors de notre communication, il conservait une personnalité, une individualité unique. Il n'était pas exactement humain, mais il avait la capacité de s'exprimer et de partager ses expériences. Lorsqu'il ne filtrait pas l'atmosphère pour éliminer les produits chimiques afin de stabiliser les gaz, permettant à la vie de se former, il explorait avec joie la lave coulant des volcans, se délectant de la chaleur. Pour lui, c'était une existence passionnante. Cela aurait pu durer d'innombrables éons. La datation précise de ces événements est difficile compte tenu de l'immense antiquité de ceux-ci. Les scientifiques reconnaissent cette époque comme une ère lointaine où la Terre était encore chaude et dépourvue de vie, mais attribuer une date précise est pratiquement impossible en raison de l'immensité du temps. La personnalité que j'ai rencontrée au cours de nos séances avait été engagée dans la tâche de purifier l'air pendant une période prolongée jusqu'à ce que l'atmosphère terrestre et la température se calment progressivement, ouvrant la voie à l'émergence de la vie végétale, premier signe de vie. Au cours de nos séances,
Il a partagé ses expériences en témoignant de la naissance de la vie végétale et de l'émergence ultérieure de la vie dans l'eau. En explorant son passé, il a traversé différentes étapes, atteignant finalement une forme humanoïde, bien que plus embryonnaire, avec des dents non fonctionnelles et une communication primitive à travers des bruits gutturaux. Malgré la nature peu conventionnelle de son existence initiale en tant que gaz, air ou partie de l'atmosphère, chaque étape a servi de processus d'apprentissage précieux. Au cours de la dernière année, 2 individus ont également partagé des expériences similaires, contribuant aux matériaux pour mon prochain livre, livre 3. Dans Univers Kambaluda, livre 3, j'ai rencontré 2 individus qui ont régressé à une époque où ils faisaient partie intégrante de l'eau, une période où aucune terre n'existait et toute la terre était recouverte d'eau. Ils ont décrit vivement l'expérience d'être de l'eau, sa vasteté et sa beauté, sans limite. Ces exemples révèlent une perspective unique où les individus s'identifiaient en tant qu'éléments, existant sous les formes les plus fondamentales de la vie sur la planète. Après avoir vécu en tant que gaz, l'étape suivante implique d'incarner des formes solides telles que des roches ou de la saleté, offrant des perspectives sur la nature de ces substances en apparence inertes. Bien que ces concepts puissent être difficiles à comprendre pour certains, le principe sous-jacent est que tout est de l'énergie vibrant à des fréquences différentes. Même une roche est une forme de vie, vibrant à une fréquence plus basse et plus profonde. La divergence des fréquences explique les différences de densité et de dureté entre différentes formes de matière. Selon cette perspective, si l'on comprenait les fréquences, il serait possible de traverser des objets solides tels qu'une table ou un mur. Ensuite, j'ai guidé les individus à se remémorer leurs expériences en tant que roches, et ils ont exprimé que tout semblait ralenti, mettant en avant les caractéristiques uniques d'être une roche. Les leçons apprises de cette existence, malgré leur brièveté potentielle, restent intrigantes. Par la suite, les individus ont progressé à la phase d'être des plantes, incarnant l'essence d'entités telles que des roses, des épis de maïs ou des brins d'herbe. Chaque étape de cette progression représente une expérience d'apprentissage distincte, offrant aux individus une compréhension complète des facettes diverses de l'existence. La progression logique les a conduits à devenir des animaux, que ce soit un oiseau, expérimentant la liberté de voler à travers l'air, ou un loup, se délectant de la capacité de courir librement. Ces expériences de vie variées servent de leçons inestimables. Dans mes rencontres, j'ai entendu des récits fascinants d'individus qui, dans leurs différentes formes animales, ont offert des perspectives uniques, quelque chose que l'on ne considérerait pas typiquement. Une histoire particulièrement intrigante de l'année écoulée impliquait quelqu'un se remémorant une vie en tant qu'aigle. Perché sur le rebord d'un nid de montagne, surplombant une vallée au sol semblable à un désert, la vue perçante de l'aigle lui permettait de repérer les mouvements les plus minuscules, tels qu'un lapin, depuis le point élevé sur la falaise. Leur vision était exceptionnellement perçante. Ce qui ressortait était quand elle balayait l'horizon, les montagnes et le paysage, cela semblait beaucoup comme notre perception. Cependant, si un mouvement attirait son attention au sol de la vallée, tout prendrait soudainement une teinte rougeâtre, et elle pouvait rapidement se concentrer sur le mouvement. Je me demande si cette expérience est semblable à la façon dont certains scientifiques perçoivent l'infrarouge, bien que comprendre vraiment ce que voit un oiseau reste un défi. Même avec une dissection scientifique, la compréhension de la perception visuelle d'un oiseau est complexe. Dans son récit, elle a observé un lapin traversant le sol de la vallée, tout baigné dans une teinte rougeâtre. Cependant, elle a choisi de ne pas le poursuivre car son petit ne faisait aucun bruit, indiquant qu'il n'avait pas faim. La curiosité s'étendait à la perspective nocturne, se demandant comment les oiseaux perçoivent leur environnement. Selon elle, pendant la nuit, tout prendrait une teinte verdâtre, lui permettant de détecter la chaleur émise par tout objet vivant et en mouvement. Cette révélation m'a frappée comme surprenante, ressemblant à l'expérience des soldats utilisant des lunettes de vision nocturne, où tout semble vert et la chaleur corporelle devient visible. Pour moi, cela va au-delà d'avoir simplement eu une vie d'oiseau, il s'agit de comprendre les expériences de l'oiseau et de l'animal, plongeant dans la façon dont ils perçoivent le monde.
Ma curiosité insatiable me pousse toujours à rechercher une compréhension approfondie de tout, me poussant à poser de nombreuses questions.